Dans quelques instants, vous écouterez une conférence de Rudolf Steiner portant sur le thème « L'anthroposophie, son être, son essence ». Elle est donnée à Elberfeld le 24 janvier 1922. Cette conférence a été donnée au début d'une tournée de conférences dans différentes villes, devant un public de 1500 personnes qui n'étaient pas des anthroposophes. C'est au cours d'une tournée semblable, en mai de la même année 1922, que Rudolf Steiner fut victime d'une tentative d'agression fomentée par des milieux nationaux socialistes, c'est-à-dire nazis. Dans la conférence du 24 janvier 1922, Rudolf Steiner situe l'anthroposophie par rapport aux besoins de l'âme moderne. Précisons ici qu'il importe, pour comprendre le contenu de telles conférences, de faire l'effort de ne pas s'en tenir à ce qu'évoquent superficiellement les mots prononcés, ainsi qu'aux préjugés qu'ils peuvent éveiller chez les auditeurs, mais qu'il importe de tenter de saisir avec clarté les concepts auxquels ces mots se réfèrent, selon la pensée de l'auteur lui-même. Si cela peut aider les lecteurs, nous pourrions, par exemple, les inviter dans un premier temps à traduire mentalement, intérieurement, le mot âme, entre guillemets, lorsqu'il est prononcé, par le mot psyché ou psychisme, dans ses composantes aussi bien conscientes qu'inconscientes et subconscientes, même si le mot âme renvoie à une réalité plus vaste encore que celle de psychisme. Ces nuances pourront être clarifiées petit à petit au fur et à mesure de l'approfondissement de l'étude de l'anthroposophie. La conférence que vous allez écouter est publiée en 2000 dans le livre L'anthroposophie, son être, son essence, aux éditions Novalis, et porte le numéro de bibliographie GA 80A. La traduction de l'allemand en français est de Gudula Gombert, le lecteur est Stéphane Le Joly. La retranscription écrite de cette conférence n'a pas été relue et corrigée par Rudolf Steiner, de même que pour la quasi-totalité d'entre elles. Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, on entend souvent dire actuellement qu'en des temps troubles, chaotiques de la vie de l'esprit, où les âmes ont perdu le courage et la confiance et l'espoir, toutes sortes d'aspirations occultes ou mystiques trouvent un certain terrain favorable, et souvent dans des milieux où l'on donne trop peu de poids aux distinctions à faire, on compte bien aussi parmi de telles aspirations celles qui se qualifient d'anthroposophie. Or justement, l'étude de ce soir, qui se propose de parler de l'être de cette anthroposophie, est susceptible de vous montrer combien peu il convient de confondre le mode de recherche anthroposophique avec plus d'une autre approche avec laquelle on le confond de nos jours. L'anthroposophie, mes chers auditeurs, est absolument partie du sérieux scientifique et de l'exactitude consciencieuse de la science qui se sont développés au cours des 3, 4, 5 siècles derniers, mais surtout au cours du XIXe siècle. Seulement, ce que l'on peut développer scientifiquement dans le cadre de certaines limites, l'anthroposophie veut le mener plus loin jusqu'à saisir ce qu'on appelle les mondes suprasensibles, jusqu'à saisir les énigmes de l'existence qui concernent avant tout les aspirations les plus profondes de l'âme humaine elle-même. L'aspiration à la recherche de l'éternel dans l'âme humaine et du lien de cette âme avec les fondements spirituels divins de l'existence. L'anthroposophie est donc absolument partie de bases scientifiques. Mais puisqu'elle est concernée par les grandes énigmes de l'existence qui intéressent tous les humains, elle a dû évoluer dans ce sens qu'elle vient au devant de la compréhension même de l'intériorité humaine la plus simple. Elle vient au devant des besoins pratiques de la vie de l'âme et de l'esprit, de tout être humain qui cherche un appui intérieur pour son âme, la sûreté pour son âme, la force pour agir, la foi en l'humanité,
en la destination de l'être humain. Et cette anthroposophie a dû aussi venir au-devant des aspirations sociales les plus diverses, et notamment des aspirations religieuses, de la manière dont je vais l'exposer ce soir, même si elle a elle-même absolument le point de départ scientifique. On ne saurait assez le souligner. Mais on aimerait dire à propos de ce point de départ, les possibilités offertes justement à la recherche scientifique, l'anthroposophie voudrait les envisager avec un plus grand sérieux que plus d'un qui croit aujourd'hui se tenir sur le sol ferme de la recherche scientifique. Et à ce propos, l'anthroposophie doit considérer avant tout ce que des penseurs scientifiques très pondérés reconnaissent comme limite de la science. Lorsque nous faisons appel à la méthode de recherche de la science, à l'observation du monde extérieur des sens, à l'expérimentation et aux pensées qui combinent les résultats de l'observation et de l'expérimentation, et que nous trouvons ainsi les lois de la nature telles que nous sommes habitués à les reconnaître, nous parvenons tout simplement à concevoir que cette recherche scientifique a des limites. Nous parvenons à concevoir qu'elle ne peut pas sortir du monde des sens et de ses lois, qu'elle ne peut concevoir de l'être humain rien d'autre que la nature corporelle physique, prise dans ce monde des sens, et qu'elle doit se contenter de reconnaître des frontières la séparant de ce qui fait la valeur intrinsèque de l'être humain, son essence, sa dignité. Elle doit s'accommoder de ne pas pouvoir pénétrer dans le psychique et spirituel proprement dit de l'être humain. Si l'anthroposophie veut être prise au sérieux à son tour, elle doit absolument, avec le sérieux requis, envisager précisément des choses de ce genre. Elle doit clairement voir cet écueil. On ne peut pas dépasser arbitrairement le monde des sens avec un pensée que l'on a acquis par l'exercice dans le cadre de la science. Parce que, à force de pratiquer l'observation sensible, ce pensée développe lui-même sa force, son éducation, et de ce fait, il entre immédiatement dans le vide, dans le vague, dans ce qui est insatisfaisant lorsque réduit à lui-même, il veut pénétrer dans des domaines situés au-delà du monde des sens. Vous savez qu'il existe certaines spéculations philosophiques grâce auxquelles le pensée réduit à lui-même veut dépasser les données sensibles afin de parvenir au suprasensible. Ce pensée réduit à lui-même veut tirer toutes sortes de conclusions logiques transposées du temporel à l'éternel. Mais celui qui, sans prévention, veut satisfaire avec de telles conclusions logiques les besoins de l'éternel éprouvés par son âme, se fourvoie sur un terrain insatisfaisant, car il voit bientôt ceci. Aussi sûr que soit ce pensée lorsqu'il considère les entités et les phénomènes de la nature, aussi peu sûr devient-il lorsqu'il veut pénétrer au-delà de ce qui est accessible aux sens. D'ailleurs, c'est bien pourquoi nous avons la querelle des prétendus systèmes philosophiques. Selon sa particularité subjective, une personne dépasse le monde des sens de telle manière et établit tel système, une autre établit tel autre système. Mais tout cela ne donne absolument pas une vision harmonieuse du monde, cela donne absolument quelque chose d'insatisfaisant. Ce qu'une âme sans prévention doit ressentir à l'égard d'un tel pensée réduit à lui-même, il faut précisément que l'anthroposophie en prenne conscience, et c'est ainsi qu'elle est confrontée à l'un des écueils qu'il faut pouvoir éviter lorsqu'on veut frayer les chemins pour investiguer l'éternel dans l'âme humaine et l'éternel dans l'univers. L'anthroposophie doit absolument reconnaître les limites de la connaissance de la nature
Et de l'autre côté, l'anthroposophie doit observer comment, de nos jours, certaines âmes profondes voient ces limites de la connaissance de la nature et cherchent ailleurs l'aide qui ne peut pas leur venir du côté de la science pour les grandes questions énigmes de l'existence. Elles recourent alors à ce qu'on appelle l'immersion mystique, ce qu'on appelle souvent la contemplation de sa propre âme. Alors l'âme est censée, en s'immergeant dans son être intérieur, descendre dans les puits profonds et découvrir dans ces puits profonds autre chose que ce que l'on trouve grâce à la science ou dans la conscience ordinaire. Mais celui-là précisément, qui fait la recherche de l'éternel avec le sérieux de celui qui se tient dans l'anthroposophie, doit aussi voir dans cet autre chemin les illusions auxquelles de tels mystiques s'adonnent souvent. Celui qui sait considérer la vie de l'âme humaine sans prévention sait, en effet, ce que le souvenir humain signifie réellement dans l'ensemble de la vie de l'âme. Les souvenirs s'allument au contact des perceptions des sens extérieurs. En tant qu'être humain, c'est là que nous recevons nos impressions. Après des années, nous puisons souvent les images de telles impressions dans la mémoire, et il peut arriver alors qu'une quelconque impression des sens extérieurs a été reçue par notre âme, peut-être à demi consciente, sans qu'on l'ait observée avec l'attention nécessaire. Elle a été déposée alors au fin des profondeurs de la vie de l'âme, et, que ce soit arbitraire ou involontaire, elle remonte après des années. Elle n'a pas besoin de monter telle qu'elle a été déposée, il se peut qu'elle remonte changée, et ne pourra la reconnaître que celui qui connaît avec précision la vie de l'âme. Ce qui est déclenché dans l'âme par une impression extérieure est reçu par toutes sortes de sentiments, d'impulsions de la volonté. En fait, c'est intérieurement réceptionné par la constitution corporelle, organique de l'être humain, par la constitution totale du corps humain, et on peut le ressortir de l'âme après des années, tout transformé. Celui qui a des préjugés pourra croire alors que ce qui n'est qu'une impression sensorielle transformée, passée par les métamorphoses les plus variées dans l'âme, lorsqu'on le fait émerger en s'immergeant dans son propre être intérieur, est, on ne sait quelle révélation de quelque chose d'éternel qui ne provient pas du monde extérieur sensible. L'anthroposophie doit voir justement que les mystiques qui cherchent de révélation de cette manière-là aboutissent aux illusions les plus âpres, et elle doit reconnaître dans cette mystique le second écueil. Elle doit éviter l'écueil de la limite de la connaissance de la nature et l'écueil de la limite de la vie de l'âme humaine elle-même. J'ai dû dire ces paroles au préalable, chers auditeurs, afin que l'on voie combien l'anthroposophie recherche consciencieusement toutes les sources d'erreurs qui peuvent surgir. Car dans ce qui suit, j'aurai à vous décrire les chemins que l'anthroposophie emprunte elle-même afin d'entrer dans les mondes spirituels, suprasensibles, et j'aurai à vous décrire plus d'une réalité paradoxale, encore tout à fait inhabituelle aujourd'hui. On pourrait facilement croire, beaucoup le croient, que l'anthroposophie, elle aussi, n'est rien de plus qu'une tentative plus ou moins chimérique de pénétrer par la connaissance dans des mondes dont une science sérieuse ne devrait pas s'occuper. L'anthroposophie, c'est comment on ne peut pas faire de la recherche en matière de spirituel suprasensible, et c'est d'ailleurs pourquoi elle peut trouver un point de départ concernant la manière dont on peut véritablement faire de la recherche. Du fait qu'elle reconnaît les chemins qui peuvent mener à des illusions et des erreurs, elle pénètre jusqu'à la véritable réponse à la question, tout d'abord sous forme de pressentiment, aimerais-je dire. Elle se dit, à cause de la limite de la connaissance de la nature, à cause de la limite de l'immersion mystique,
les forces de connaissance habituelles, telles qu'on les a dans la vie quotidienne, dans la science reconnue, ne peuvent pas mener plus loin qu'à la nature extérieure et à ce que l'être humain peut faire entrer de cette nature extérieure dans la vie de son âme. Si l'on veut donc dépasser cette nature extérieure, on doit faire appel à des forces de la vie de l'âme qui sommeillent dans l'âme au cours de l'existence habituelle, qui ne sont pas là dans l'existence habituelle, ou plutôt dont l'être humain n'est pas conscient. Et l'anthroposophie veut développer de telles forces sommeillant dans l'âme, afin que ces forces de connaissance, une fois éveillées, pénètrent dans des mondes où l'on ne peut justement pas entrer avec les forces de connaissance ordinaires. De nos jours, les milieux de chercheurs scientifiques sérieux parlent bien déjà de toutes sortes de forces anormales de l'âme humaine ou de l'organisme humain, qui sont censées témoigner du fait que l'être humain se trouve, en outre, dans des relations tout autres que la biologie ou la physiologie moderne ne les montrent. Mais l'anthroposophie, en tant que telle, n'a rien à voir non plus avec de telles forces anormales de la vie psychique. Elle s'adresse aux forces normales de la vie de l'âme humaine et ne fait que les développer. Cependant, au point de départ, une seule chose est nécessaire, je voudrais l'appeler modestie intellectuelle. Il faut pouvoir se dire un jour, comme on était imparfait et même incapable de s'orienter dans le monde lorsqu'on était un enfant, un tout petit, et que l'on entrait dans le monde avec une vie de l'âme semblable au rêve, où l'on ne pouvait se servir qu'imparfaitement de ses membres dans cette vie de l'âme semblable au rêve. Mais grâce à l'éducation et grâce à la vie, les forces qui sommeillaient d'abord dans les profondeurs de l'organisation humaine ont pu être développées pour sortir de ces profondeurs. Or, en possession de ces forces de l'âme que l'éducation, que la vie ont développées, il faut se dire un jour, il se pourrait que dans cette âme humaine sommeillent encore d'autres forces qui pourraient être développées à partir d'un certain point de départ de la vie, de même que les forces de l'âme de l'enfant ont été développées jusqu'au point d'évolution actuelle. Il est vrai que seule la pratique peut nous apprendre que c'est le cas, et la recherche anthroposophique entre dans cette pratique. Et là, il s'agit qu'on ait tout d'abord un regard sur l'ensemble de la vie de l'âme humaine, afin de développer les différentes forces de cette vie de l'âme, telles qu'elles existent tout simplement dans l'existence normale. Nous avons d'abord affaire, bien entendu, à la force du penser humain, à la formation de pensée, d'un côté. Nous avons affaire à la force de volonté, de l'autre côté. Entre les deux, entre la force de pensée qui se développe au contact des impressions extérieures, ou bien à partir des orientations que la vie nous a offertes, entre cette force des pensées et la force de volonté grâce à laquelle nous nous situons dans la vie en tant qu'être humain actif, résident les forces du cœur, la somme de nos sentiments. Or, il s'agira pour la recherche anthroposophique de préférence d'élaborer la force du penser et la force de la volonté pour les élever à un niveau supérieur à celui de la vie ordinaire. Car ce qui est éternel ne peut pas être investigué par des mesures extérieures, mais seulement par la formation intime des forces de l'âme elle-même. Cependant, si la force du penser d'un côté, la force de volonté de l'autre sont développées au-delà de ce qu'elles sont dans la vie habituelle, alors ce qui est l'âme en l'âme, la force du cœur, cette essence la plus profonde et la plus intime de la nature humaine, suivra d'une manière quelconque, comme nous le verrons. Il peut donc tout d'abord s'agir de la question suivante.
comment développer la force du penser pour l'élever à un niveau cognitif plus élevé que celui de la vie habituelle. Or, j'en ai décrit les chemins et les exercices dans mon livre « Comment parvient-on à des connaissances des mondes supérieurs ?» et dans la deuxième partie de ma science de l'occulte, ainsi que dans d'autres ouvrages. Aujourd'hui, je vais tout d'abord caractériser les principes du développement des facultés de l'âme. Pour les détails, je dois vous renvoyer aux ouvrages cités. En fait, pour une conférence d'introduction, il doit suffire d'indiquer ce qui relève du principe, ce qui oriente vers le sens véritable, vers l'essence de la chose. Ce que nous avons comme force du penser dans la vie habituelle s'appuie, bien entendu, sur des impressions extérieures des sens. Les impressions extérieures des sens sont vivantes. Nous nous plaçons devant le monde coloré, devant le monde qui résonne. Nous recevons des impressions vivantes. Les pensées qui se forment au contact de ces impressions restent dans notre âme. À juste titre, nous les appelons pâles. Nous savons que dans la vie ordinaire, ces pensées ont pour la vie de l'âme une intensité moindre que les impressions des sens. Nous savons aussi que les pensées habituelles, qui se rattachent à ces impressions des sens, sont en quelque sorte adoptées d'une manière plus passive par les êtres humains que les impressions des sens qui émeuvent l'âme. Ce dont il s'agit tout d'abord, c'est que justement les impressions des sens, avec la vivacité qu'elles confèrent à l'âme, soient prises comme modèle de la vie des pensées rehaussées, fortifiées elles-mêmes, que l'anthroposophie veut d'abord développer pour sa recherche. Il s'agit alors que cette vie des pensées soit rehaussée, intensifiée, fortifiée de la manière suivante. Ce que j'ai à décrire aura l'air simple, mais dans l'ensemble, la science de l'esprit telle qu'elle est entendue ici n'est pas plus simple que les recherches dans un observatoire ou dans des laboratoires de chimie et de physique, ou dans une clinique. Ce qui va être décrit aujourd'hui par moi dans son principe d'une manière simple demande des années ou des mois ou des semaines, selon la disposition de l'être humain à cet égard. Or, il existe beaucoup de ces exercices intérieurs de l'âme. Je vais seulement souligner ce qui est caractéristique. Ce dont il s'agit, c'est que l'on devienne tout d'abord attentif à la façon dont on se situe en fait par rapport aux pensées dans la vie habituelle. Aussi étrange que cela semble, celui qui considère son propre pensée sans prévention devrait dire en fait l'expression « je pense » ne convient pas tout à fait. Le penser se développe au contact des choses de l'extérieur. Nous nous apercevons seulement, parce que nous portons en quelque sorte un regard rétrospectif sur l'organisme physique, parce que nous nous voyons en quelque sorte nous-mêmes de l'extérieur, nous nous apercevons seulement que le penser qui se développe est lié à notre organisme physique. Et c'est pourquoi nous prononçons la parole « je pense ». Ce « je pense » n'est point entièrement justifié pour la conscience habituelle. La recherche anthroposophique précisément aspire à ce que cela devienne pleinement justifié. Elle y aspire en plaçant, par exemple, une simple représentation ou un simple ensemble de représentations au centre de la conscience. On peut faire cela en concentrant toute la vie de l'âme sur cette seule représentation ou ce seul ensemble de représentations. On peut y arriver par l'exercice. J'ai décrit les différents exercices dans les livres déjà cités par moi qui peuvent vous aider à orienter votre attention en ce sens qu'on la détourne de tout le reste qui autrement occupe l'âme de l'extérieur et de l'intérieur et qu'on est capable de s'adonner de toute son âme tout à fait volontairement à un tel ensemble simple de représentations
ou à une représentation simple, comme on ne l'est sinon que pour des problèmes de calcul, de mathématiques. Or, il est particulièrement bon, il doit en vérité en être ainsi, que l'on ne fasse pas, par exemple, remonter une telle représentation de son souvenir. Comme je l'ai déjà indiqué dans l'introduction de cette conférence, dans le souvenir se trouvent toutes sortes d'expériences en transformation, en métamorphose. Si l'on fait remonter tout simplement une telle représentation de son souvenir, toutes sortes de choses de la subconscience et de l'inconscient se mêlent de l'affaire, et l'on ne peut jamais être sûr d'avoir uniquement dans sa conscience ce sur quoi l'on dirige volontairement son attention, de manière tout à fait réfléchie. Et c'est cela qui compte. C'est pourquoi il est bon que l'on cherche par exemple l'objet de son action, quelque part dans un livre ou autre, sous forme de quelque chose qui sera tout à fait nouveau, telle une impression d'essence toute nouvelle, à laquelle on puisse être adonné avec la vivacité de son âme et qui agisse uniquement par elle-même, ou bien l'on se fait donner un de ces ensembles de représentations par celui qui a de l'expérience dans de telles choses, toujours afin d'avoir quelque chose qui soit tout nouveau pour l'âme. Il ne faut pas craindre que, de cette manière, un autre puisse acquérir un pouvoir suggestif quelconque sur l'âme, car il ne s'agit pas qu'un contenu quelconque de représentation agisse sur l'âme, mais que l'âme développe elle-même les forces qui sont le plus fondamentalement les siennes avec une intention extrêmement concentrée. Alors il s'avère ceci. De même qu'on peut renforcer, fortifier le muscle d'un bras en l'utilisant dans le travail, on peut intensifier, fortifier le penser en tant que force de l'âme, parce qu'on le concentre ainsi avec une très grande attention sur un ensemble précis de représentations et qu'on répète toujours de tels exercices selon une succession rythmée. C'est ainsi que l'on parvient peu à peu à rendre la vie des pensées elles-mêmes, sans qu'elles s'appuient sur des impressions d'essence, aussi vivantes, aussi intenses que sinon l'expérience vécue par l'âme est vivante dans l'impression extérieure des sens. De même que autrement, on n'a que de pâles pensées face à la vivacité des impressions des sens, on doit, par ces exercices de l'âme, que j'appelle méditation, concentration, développer un pensée qui soit intérieurement fortifié jusqu'à atteindre la vivacité de l'impression sensorielle. Vous voyez immédiatement ici, chers auditeurs, que la recherche anthroposophique va vraiment dans une direction opposée à celle du développement de certains états pathologiques, maladifs de l'âme humaine. Ce que l'être humain développe en vision, hallucination, par médiumité, par suggestion dans l'hypnose, etc., va dans la direction exactement opposée à ce qui est la continuation de la faculté normale de penser selon la méthode de recherche anthroposophique. Si l'être humain développe quoi que ce soit qui le mène à l'hallucination, à la vision, où il devient influençable par suggestion, le flux des forces de son âme s'éloigne pour ainsi dire des impressions des sens et descend dans l'organisme humain. Halluciné, visionnaire, l'être humain devient plus dépendant de son organisme qu'il ne l'est lors des impressions extérieures des sens. Mais c'est précisément le mode d'expérience vécu par l'âme lors de l'impression extérieure des sens qui est l'idéal du chemin de connaissance anthroposophique à développer. En pratiquant la méditation et la concentration, l'être humain doit avant toute chose être adonné intérieurement, tout à fait volontairement, avec une attention développée volontairement au contenu de l'âme qu'il a placé lui-même au centre de sa conscience. C'est ainsi que quelque chose se produit qui, dans son principe, est différent de tous les états maladifs de l'âme avec lesquels on ne peut confondre le chemin anthroposophique que s'il y a malentendu. Lorsque l'être humain devient halluciné, visionnaire, lorsqu'il entre en hypnose,
qu'il devient de quelque manière influençable à la suggestion, sa personnalité globale sombre dans la vie hallucinatoire et visionnaire. La conscience habituelle de son sain bon sens disparaît dans l'expérience hallucinatoire visionnaire. C'est le contraire qui est le cas lorsque par la méditation et la concentration que l'on pratique comme je l'ai décrit, une sorte de conscience supérieure se développe. Si l'être humain parvient à avoir effectivement un pensée accrue, intensifiée, fortifiée, des forces supérieures de l'âme se développent. Mais l'être humain habituel réfléchi, tel qu'il est situé par ailleurs dans la vie cognitive, la vie du devoir reste pleinement préservée à côté de l'autre personnalité, pour ainsi dire, la seconde personnalité. Il se tient à côté de la seconde personnalité qui a, elle, la capacité supérieure de connaissance. Il se tient à côté d'elle avec la capacité de connaissance habituelle, contrôlant, critiquant. C'est une différence de fond qu'on ne saurait souligner assez lorsqu'on parle de connaissance anthroposophique. Et ensuite, lorsque sur cette voie, par la méditation et la concentration, on fortifie le penser, on en vient à se dire, à un certain point d'évolution, maintenant, c'est effectivement moi en moi qui pense. À présent, j'ai vécu sur un mode intensifié l'expérience de mon je dans le monde de mes pensées. De même que par ailleurs, je me vis dans les expériences extérieures des sens. Je me vis maintenant dans le seul pensée. Mais ce pensée se transforme aussi. Devant le regard de l'âme, il n'a pour ainsi dire plus l'aspect du pâle pensée habituel développé pour le monde des sens. Ce n'est plus un pensée abstrait, c'est un pensée vécu. Il est intense, comme les couleurs et les sons, et l'on y fait intensément l'expérience de soi-même. Et un moment arrive où l'on sait, maintenant, on ne pense plus à l'aide de l'instrument corporel, car dans le pensée habituel, on pense toujours à l'aide de l'outil corporel. C'est ce que précisément l'anthroposophie doit admettre. À présent, le pensée s'est détaché du système nerveux. On le sait par expérience intérieure. On sait quand le moment est venu où c'est l'âme en elle-même qui vit, indépendante, dans les pensées, mais dans des pensées qui ne sont plus des pensées abstraites, qui sont des pensées images. Dans la mesure où l'âme ne fait qu'alors sa véritable expérience psychique, à un moment donné, lorsque l'être humain en a la maturité, le premier résultat de la recherche anthroposophique surgit devant le regard de son âme, à savoir, dans un grand panorama, toute l'existence terrestre remontant jusque vers la naissance se tient tout d'un coup devant l'âme. Autrement, cette vie terrestre est accessible au souvenir, mais tout d'abord comme un courant subconscient ou inconscient à l'intérieur de l'âme. Arbitrairement ou involontairement, de temps à autre, on peut faire ressurgir quelques images souvenirs de ce courant qui remonte jusqu'aux toutes premières années de notre enfance. Mais ce qui vit dans l'âme en tant que courant du souvenir plus ou moins inconscient n'est pas ce qui est entendu ici lorsqu'il est question du panorama de la vie, grâce auquel nous avons tout d'un coup l'intérieur de notre vécu humain devant nous, dans la mesure où ce vécu est tout d'abord le vécu terrestre. Ce n'est pas comme si nous avions devant nous des événements isolés, tels que le souvenir nous les présente, mais nous avons devant nous ce dont on peut avoir la vue d'ensemble, sous la forme des impulsions qui nous donnent nos facultés, sous la forme de ce qui nous donne de l'intérieur nos forces morales, mais ce qui dirige aussi de l'intérieur nos forces de croissance, qui guident notre nutrition. Nous avons devant nous quelque chose que, dans les écrits cités, j'ai appelé le corps des forces modelantes, ou bien, si l'on s'appuie sur des noms plus anciens, qui bien entendu ont toujours existé pour de telles choses,
le corps éthérique ou corps de vie humain. C'est une deuxième organisation, une organisation suprasensible. On ne peut pas y parvenir par le chemin de la science habituelle, pas non plus par le chemin du seul pensée logique. Mais on doit avoir développé ce que j'ai caractérisé comme le pensée fortifié, et que dans des livres cités, j'ai nommé la connaissance imaginative. Non parce qu'on aurait affaire à des choses qu'on s'imagine, mais parce que ce pensée vit dans l'âme à la manière d'une image, parce qu'il est lui-même connaissance. Et c'est ainsi que, en plus du corps physique extérieur, limité dans l'espace, on fait l'expérience de ce que j'aimerais appeler un corps de temps, un corps qui est en mouvement, qui tout d'un coup peut être vu alors comme un immense panorama devant le regard de l'âme, qui aussi loin que nous pouvons regarder en arrière dans la vie terrestre, contient tout ce qui nous a façonnés intérieurement. On ne peut pas dessiner directement ce corps de force modelante, qui est le premier constituant de l'homme supérieur, suprasensible. Si l'on veut le dessiner, on doit être conscient que l'on procède comme si l'on peignait, par exemple, l'éclair, où l'on ne peut saisir non plus qu'un instant. Ce qu'on dessinerait ou peindrait du corps éthérique serait comme un éclair, saisi un instant seulement, dans sa mobilité perpétuelle. Ainsi, l'on est parvenu à la connaissance que l'être humain ne recèle pas seulement dans son intériorité les résultats par exemple de forces corporelles, chimiques, physiques, mais par une vue immédiate, on a appris à reconnaître que l'être humain porte en son intériorité justement quelque chose qui est de la nature des pensées, à quoi on peut parvenir grâce à des pensées concentrées, renforcées, fortifiées. Le fait d'apprendre à connaître par la vision ce premier constituant suprasensible de la nature humaine, le corps de force formatrice, est le premier résultat anthroposophique. Afin de parvenir plus loin, il est alors nécessaire qu'on ne fasse pas seulement les exercices de concentration et de méditation de la manière qui a été décrite, mais que l'on observe comment, bien que l'on puisse s'adonner à la méditation et à la concentration tout à fait volontairement, dans un état intérieur absolument réfléchi, comme un mathématicien qui calcule, comment on est quand même peu à peu aussi entièrement adonné à ce sur quoi l'on se concentre et combien on a de la peine à ressortir de ce sur quoi l'âme s'est ainsi concentrée avec une attention extrême. Parallèlement à ces exercices de concentration, on doit donc en faire de tout autre qui visent tous à écarter à nouveau de l'âme ce qu'on a volontairement placé dans la conscience, ce sur quoi on s'est concentré, de renvoyer pour ainsi dire d'une manière aussi réfléchie, aussi volontaire. En faisant sur une longue durée et selon une succession rythmique de tels exercices où l'on réprime des représentations après les avoir placées de toute sa force au centre de la conscience, on parvient à une faculté toute particulière de l'âme, importante pour toute la recherche ultérieure. On parvient à établir ce que je voudrais appeler une conscience vide en plein état de veille. Ce qui est entendu par là pourra apparaître clairement si l'on réfléchit à l'état de l'être humain lorsqu'il n'a pas d'impressions extérieures. Ou s'il en a, c'est comme s'il n'en avait pas, parce qu'elles se répètent dans une monotonie perpétuelle, de sorte qu'elles affaiblissent l'attention. Comment l'être humain entre alors dans une conscience assoupie, semblable au sommeil? Sans exercice méthodique, il n'est point possible de constituer une conscience vide. Ce n'est que parce qu'on se sera d'abord exercé à avoir des pensées fortes, fortifiées dans sa conscience, et qu'ensuite on les aura réprimées, que la conscience reste aussi intense, aussi éveillée, qu'elle préserve cet état éveillé alors qu'il n'a tout d'abord pas de contenu.
Mais il faut pouvoir tout d'abord constituer cette conscience vide, si l'on veut aller plus loin que ce qu'est le premier résultat de la recherche anthroposophique. Voir en un panorama l'intérieur de l'âme depuis la naissance. Si l'on a notamment fait assez longtemps de tels exercices pour réprimer les représentations, et qu'on y soit parvenu à un certain état de maturité, on sera capable de réprimer également ce panorama de la vie que j'ai décrit une fois qu'il s'est présenté à l'âme. Et si l'on réprime ce panorama de la vie, c'est-à-dire tout notre homme intérieur tel qu'il se présente dans cette vie terrestre comme quelque chose de continuellement mobile, ayant une activité modelante à l'intérieur, si l'on réprime cet homme intérieur, cet être humain terrestre éthérique intérieur, et que l'on n'emplisse pas la conscience d'impressions extérieures, alors le deuxième degré de la connaissance supérieure fait son entrée. J'ai appelé le premier degré le connaître imaginatif. Il ne vous offre que votre intérieur subjectif, dans un panorama de la vie comme je l'ai décrit. Or, il faut être très au clair sur le fait que par ce premier degré de la connaissance suprasensible, on n'a que son propre intérieur, ce qui est subjectif. Alors, on n'aboutira même pas à des illusions, encore moins à des visions, à des hallucinations. Note du lecteur. Dans d'autres conférences ou ouvrages, par exemple dans le livre Les degrés de la connaissance supérieure, bibliographie numéro GA12, Rudolf Steiner mentionne plusieurs étapes dans la connaissance imaginative. Et lors de la deuxième étape de la connaissance imaginative, les images deviennent expressions d'entités spirituelles qui ont donc une existence objective en dehors du sujet. Voir dans le livre en question aux pages 57 et 58 de l'édition en langue française. Nous vous invitons aussi à consulter l'article de Frank Linde publié sur le site soiesprit.info intitulé Imagination et inspiration. Fin de la note du lecteur. Celui qui, au sens anthroposophique, est un chercheur en esprit se rend absolument compte de chaque pas de son chemin de recherche. Mais ensuite, lorsque par la répression de ce panorama de la vie, on a constitué une conscience vide, le deuxième degré de la connaissance supérieure, suprasensible, se manifeste. Je l'ai appelé la connaissance inspirée. On ne doit pas penser ici à quelque chose de superstitieux ou de traditionnel, mais puisqu'on a besoin d'une terminologie uniquement à ce que je décris moi-même. Et lorsque cela s'est produit, lorsque la conscience vide s'est faite grâce à la répression du panorama de la vie, du corps des forces formatrices, alors apparaît dans l'âme, grâce à l'inspiration, ce que l'âme était elle-même dans un monde spirituel et psychique en tant qu'être purement spirituel et psychique avant la naissance, ou mieux, avant la conception. Et alors arrive le grand moment de la recherche où, grâce à la vision immédiate, on fait la connaissance de ce qui est éternel dans la nature humaine. Vous le voyez, celui qui parle à partir de points de vue anthroposophiques ne peut pas indiquer par des concepts abstraits quelconques comment on peut prouver l'immortalité par des conclusions logiques ou d'autres moyens semblables. Il doit indiquer pas à pas comment l'âme doit faire, par des exercices intérieurs, intimes, pour parvenir au point où elle peut percevoir ce qui vit d'éternel dans notre âme, où elle peut le voir, cet élément éternel dans l'âme, pendant la période où cette âme, au moyen de la conception, s'est liée aux forces corporelles physiques provenant des parents et ancêtres. Vous pouvez poser la question, lorsque par inspiration, un élément psychique spirituel surgit devant le regard, comment sait-on que cet élément psychique spirituel est celui de l'âme avant la conception? Eh bien, je ne peux expliquer que par une comparaison ce qui se présente à l'âme dans une expérience directe.
Celui qui a le souvenir d'une expérience terrestre a peut-être une image de ce qu'il a vécu il y a 10 ans. Il sait par le contenu de cette image qu'il n'a pas dans l'âme quelque chose qui soit directement occasionné par un événement de l'époque actuelle. Il sait comment le contenu de l'image lui indique quelque chose qui a existé il y a 10 ans. Le contenu de ce que l'on vit à présent par la conscience inspirée est tel qu'il contient quelque chose de tout autre que ce qui existe dans la nature physique accessible au sens, où l'âme est dans le corps. De même que pour le souvenir des expériences terrestres, on vit aussi l'expérience du temps, l'impression elle-même indique qu'on a affaire à la vie prénatale, à l'expérience que l'âme a vécue dans un monde purement psychospirituel avant d'être entrée à travers le corps maternel dans l'élément physique, accessible au sens, qui la revêt alors dans la vie terrestre. Ensuite, chers auditeurs, une fois qu'on est parvenu jusqu'à ce degré de la connaissance inspirée, et qu'ainsi la question de l'immortalité a pu s'orienter d'un côté vers une certaine solution, à savoir du côté de l'inatalité, l'autre côté de la question de l'immortalité peut être envisagé à nouveau quant à sa connaissance grâce à d'autres exercices. Et cela ne peut se faire que grâce à certains exercices de la volonté. Vous trouverez, une fois encore, les détails dans les 2 livres cités, mais je vais vous indiquer ici l'aspect de principe. La volonté de l'être humain ne pense pas. Elle est dissemblable du penser habituel. C'est que le penser habituel est en fait intérieurement stimulé par les impressions extérieures. La volonté de l'être humain, elle provient de l'intérieur de l'organisme lui-même. Mais dans la vie habituelle, nous ne faisons l'expérience de cette volonté que d'une manière toute particulière. Prenez la décision volontaire ou l'impulsion volontaire les plus simples. Supposez tout simplement un mouvement du bras, de la main, exécuté comme suite à une impulsion volontaire. Qu'est-ce qui est réellement donné pour la conscience dans cette impulsion volontaire? D'habitude, on n'y réfléchit pas. Mais pour une recherche ordonnée, il faut avoir un point de départ sûr. Ce que nous avons tout d'abord, c'est la pensée suivante. Nous voulons lever, mouvoir le bras, la main. Mais dans la conscience habituelle, l'être humain ne sait rien de la manière dont cette pensée plonge alors dans l'organisation, stimule les muscles, saisit les os, de la manière dont se développe dans l'organisation ce qu'est la volonté. À nouveau, il voit seulement par une impression extérieure, à partir de laquelle il peut se faire une idée, le bras levé, la main levée. À propos de ce qui existe entre la première pensée qui a l'intention du mouvement du bras ou de la main et la dernière impression, on est obligé de dire, si l'on pratique réellement une connaissance intérieure de l'âme, cela se dérobe à la conscience autant que l'expérience psychique se dérobe à la conscience entre le moment où l'on s'endort et le réveil, à l'exception des rêves chaotiques émergeant du sommeil. On peut dire, l'être humain n'est en fait complètement éveillé qu'en ce qui concerne la vie de la représentation et du penser. L'élément volontaire inclut une sorte de vie du sommeil, même à l'état de veille. Et aussi paradoxal que cela semble, il faut l'énoncer, entre la pensée qui a pour but une impulsion volontaire et l'action accomplie, il y a un passage qui peut parfaitement être comparé à l'endormissement et le réveil. La pensée s'endort en entrant dans le domaine inconnu de la volonté et se réveille à nouveau lorsque nous observons l'action accomplie. Plus on entre dans les mystères du développement de la volonté, je peux seulement y faire allusion, plus on s'aperçoit que, entre ces 2 domaines indiqués, la pensée de l'intention et la pensée qui restitue l'observation de l'exécution, il existe vraiment à l'état de veille une sorte de sommeil en l'être humain. Par des exercices,
par certains exercices de la volonté, un grand changement est alors amené en ce qui concerne la volonté. Je vais souligner quelques-uns parmi les grands nombres d'exercices de la volonté indiqués dans mes livres. Par exemple, on peut exercer la volonté justement en l'entraînant au contact du pensée. Dans la vie de l'âme, il en est ainsi. Les différentes facultés, le penser, le ressentir et le vouloir, que nous devons distinguer dans le penser abstrait si nous voulons décrire quelque chose de l'âme, ne sont en réalité pas séparés de la sorte, mais une faculté interfère dans l'autre. La volonté intervient donc dans le penser lorsque nous relions des pensées et les séparons de nouveau, etc. Or, on peut faire un exercice de la volonté si l'on pense volontairement en sens inverse de ce que l'on est habitué à penser dans le sens du temps qui avance, en s'appuyant sur les faits extérieurs. Par exemple, on pense une pièce de théâtre du 5e acte jusqu'au premier, à rebours, donc en allant des derniers événements du 5e acte jusqu'aux premiers événements du premier acte. Ou bien, l'on ressent en pensée les vers d'une poésie du dernier au premier vers. Un exercice particulièrement favorable peut être celui-ci. Le soir, on fait défiler devant son âme un extrait des expériences du jour, bien concrètement, mais en commençant par le dernier événement du soir et en progressant vers le matin. Il faut alors prendre les différentes choses le plus possible dans un sens atomistique, entre guillemets. Il faut aller jusqu'à se représenter le fait de monter un escalier comme une descente, à reculons de la marche la plus haute jusqu'à la marche la plus basse, etc. Et plus on se fait des représentations d'une telle façon, d'une manière tout à fait inhabituelle, qui ne se rattache pas aux faits, plus on arrache la volonté aux faits extérieurs auxquels elle est habituée à s'abandonner passivement, et plus on l'arrache aussi à la corporéité physique. Une fois qu'on a fait de tels exercices, on peut se consolider par d'autres exercices, que j'aimerais appeler des exercices d'un regard grave porté sur soi-même, d'une auto-éducation empreinte de gravité. Il faut pouvoir parvenir à juger de l'extérieur de ses propres actions, de ses propres impulsions de volonté, comme on juge objectivement des actions et des impulsions de volonté d'une autre personnalité. Il faut quasiment pouvoir devenir, par rapport à ses résolutions de volonté et à ses actions, son propre spectateur objectif. Bien plus, il faut pouvoir aller encore plus loin. Si l'on considère la vie, on sait combien on est devenu autre au cours des années. Chacun sait combien, il y a 10 ans, il a été autre par rapport à toute la tonalité et à toute l'attitude de son âme. Mais ce que nous sommes devenus ainsi au cours des années, c'est la vie qui l'a fait, la réalité extérieure. Il suffit de regarder ces choses sans prévention pour voir comment l'être humain s'adonne passivement à cette réalité extérieure. Or, précisément, pour trouver le chemin dans les mondes supérieurs, l'être humain peut pratiquer l'auto-éducation de manière active. Il peut, pour ainsi dire, prendre en main son auto-éducation en ce sens qu'il se propose « défais-toi de cette habitude ». Il emploie toutes ses forces à se défaire d'une habitude ou à s'incorporer une autre particularité. Si l'on réussit par sa propre discipline, ce que sinon seule la vie nous donne, on parviendra peu à peu à ce qu'est le détachement de la volonté par rapport à la corporéité physique. Et quelque chose survient que je ne peux, là encore, caractériser que de manière paradoxale. Puisque bien entendu ces choses sont encore inhabituelles aux pensées actuelles, elles semblent paradoxales. Mais elles sont absolument des résultats sûrs du chemin anthroposophique de la connaissance que l'on peut faire de la manière que je décris aujourd'hui, afin d'entrer dans les mondes supérieurs. Comparer, j'ai bien dit que cela allait sembler curieux. Un œil dont le corps vitreux est terni, qui a la cataracte, qui pour ainsi dire du fait de son opacité
ne peut pas nous servir pour voir. Comparez-le à un œil qui soit entièrement sain et transparent. J'aimerais dire, justement du fait que cet œil ne se fait pas remarquer par sa propre corporéité physique, mais qu'il est une partie altruiste de notre organisme, c'est justement par là qu'il nous sert à voir. Pour la vie habituelle, pas de manière malsaine, mais de manière absolument saine pour cette vie habituelle, il ne faut pas chercher quelque chose d'abstrait, de malsain dans la vie habituelle. Pour la vie habituelle, tout notre organisme physique est pour ainsi dire un grand œil opaque de cette sorte. Et par de tels exercices de la volonté, tout notre organisme est rendu transparent. La volonté passe par une spiritualisation. Nous pénétrons dans ce qui se situe entre ces deux pensées. La pensée qui se fixe le but d'une action et la pensée de l'action observée en dernier. En rendant pour ainsi dire notre organisme tout à fait transparent pour l'âme, nous pénétrons de ce fait dans un monde spirituel. Voilà la réalité. De même que l'œil n'existe pas pour son propre compte dans l'organisme, tout l'organisme physique n'existera pas si l'on continue ces exercices de la volonté. Il deviendra pour ainsi dire transparent. Et de même que l'organisme physique est ce qui, dans ses instincts, dans ses pulsions, dans ses émotions, dans tous ces processus organiques, capte nos impulsions volontaires et les rend opaques, les plonge pour ainsi dire dans l'état de sommeil, tout devient alors transparent à la manière dont, grâce au corps vitreux transparent de l'œil, tout ce qu'il y a de matériel dans l'œil devient transparent. Et du fait que nous avons pour ainsi dire façonné tout notre organisme physique afin d'être un organe sensoriel transparent, nous avons élaboré alors, en vue d'atteindre un degré supérieur, une force de l'âme qui par beaucoup, je le sais, n'est pas admise de bon gré comme force cognitive. Telle qu'elle est dans la vie habituelle, il ne s'agit d'ailleurs pas de lui attribuer une force cognitive, mais elle passe précisément par un développement qui l'élève à un degré supérieur, et alors elle devient une force cognitive. Je veux dire la force de l'amour. Dans la vie habituelle, la force de l'amour est ce qui nous donne à nous autres êtres humains avant tout une valeur en tant qu'êtres sociaux. L'amour est la meilleure force, la force la plus belle de la vie quotidienne, dans le détail et en tant qu'amour social. S'il est intensifié comme il peut l'être par les exercices de la volonté qui ont été cités, si ces exercices de la volonté rendent notre organisme transparent de la manière décrite, l'amour est élevé à un degré supérieur. Nous développons la force de passer dans le spirituel objectif et le troisième degré de connaissance se présente, celui de la vraie intuition, que j'ai appelé connaissance intuitive entre guillemets. On emploie aussi le mot d'intuition dans la vie habituelle. J'y reviendrai. Cependant, je n'emploie pas l'expression connaissance intuitive comme dans la vie courante, mais sous cette forme développée, comme je l'ai expliqué. C'est une connaissance où l'être humain se tient dans le spirituel après avoir pour ainsi dire rendu son corps transparent, après l'avoir transformé en organe sensoriel. Et grâce à cette connaissance, quelque chose d'autre encore entre alors dans la conscience de l'âme. Nous reconnaissons comment l'être humain peut vivre dans la volonté libérée, indépendante de la corporéité. L'être humain vit pour ainsi dire avec les pensées qu'il a d'abord fortifiées, qu'il relie avec sa volonté en dehors du corps. Mais cela donne dans la connaissance le reflet du processus de mort. Ce qui se passe réellement dans la mort, l'élément d'âme et d'esprit se détache du corps physique, et après que l'être humain a franchi la porte de la mort, il continue dans le monde de l'âme et de l'esprit une existence propre. Cela est perçu en images.
dans le reflet au niveau de la connaissance, grâce à la connaissance intuitive, après avoir fait par la culture de la volonté de tout notre organisme un organe sensoriel. C'est ainsi que l'immortalité se compose d'inatalité et de l'immortalité proprement dite, du fait que l'âme ne peut pas périr dans la mort corporelle. La perpétuité de l'âme humaine se compose d'inatalité et d'immortalité. Elle peut être perçue par la véritable recherche anthroposophique. Ceci pour indiquer tout d'abord comment l'être humain apprend à connaître par la vision concrète son propre élément éternel, son élément immortel. Mais en apprenant ainsi à connaître son propre être psychospirituel, l'être humain apprend aussi à connaître l'environnement psychospirituel. Par la connaissance inspirée et intuitive, il apprend à connaître le monde de l'âme et de l'esprit dans lequel l'âme humaine vit avant la conception et après la mort, en tant que monde de réelles entités spirituelles. De même que le monde sensible que nous percevons avec les sens est étendu devant nous en tant que monde empli d'entités sensibles, l'âme qui fait l'expérience d'elle-même dans son existence psychospirituelle trouve étendu devant elle un monde de l'âme et de l'esprit que nous avons quitté avec la conception et par la naissance, et dans lequel nous entrons à nouveau avec la mort. Et de même que notre propre corporéité se détache de nous, les éléments sensibles corporels qui nous ont liés à d'autres êtres humains se détachent de nous, et nous nous retrouvons avec les autres êtres humains selon notre existence psychospirituelle. C'est ainsi que l'immortalité, le séjour dans le monde spirituel, devient un véritable résultat de la connaissance. Mais même le monde de l'âme et de l'esprit, qui nous entoure continuellement, qui ne peut pas être investigué par la voie des lois de la connaissance naturelle, par le penser abandonné à lui-même, ce monde de l'âme et de l'esprit qui est caché dans la nature spirituelle, comme les couleurs et les sons qui sont cachés dans le monde sensible, il apparaît lui aussi à la perception qui peut être développée par la voie indiquée. Et alors toute la nature devient spontanément encore autre chose que ce qu'elle est déjà pour la perception sensible. Ce n'est pas comme si la nature extérieure disparaissait en ses qualités et substances matérielles. Elle reste pleinement existante devant la connaissance suprasensible. De même que l'être humain sain, avec son entendement sain, reste existant à côté de la personnalité qui est développée grâce aux forces de connaissance supérieures. Mais en plus de la nature extérieure se développe, pour ainsi dire, une nature suprasensible, une nature spirituelle. Permettez-moi de m'exprimer par cette contradiction. Je vais donner un exemple de cette vision de l'esprit au sein de la nature. Pour la vision et la science ordinaire, le Soleil se situe avec ses contours dans l'espace universel. Par l'astronomie, l'astrophysique, nous construisons pour nous la forme de ce Soleil dans la mesure où il existe dans l'espace physique. Pour la recherche qui se sert des facultés supérieures que j'ai décrites, le Soleil devient encore tout à fait autre chose. On apprend alors à connaître comment le corps physique du Soleil dans l'espace n'est en effet que le corps d'un élément spirituel, mais cet élément spirituel emplit tout l'espace qui nous est accessible. L'élément solaire emplit l'espace qui nous est accessible. C'est un courant de force qui passe par les minéraux, les plantes, les animaux et notre organisation humaine. Il est pour ainsi dire consolidé ou concentré dans cet élément spatial physique extérieur du corps solaire, mais l'élément solaire existe partout. Et de même que nous apprenons à connaître la nature extérieure en la restituant en pensées abstraites, tandis que la nature extérieure continue à vivre dans les images, le fondement spirituel de la nature continue à vivre plus en profondeur dans notre entité humaine. Suivons nos pensées abstraites à l'intérieur de nous.
Ce sont des images de la nature sensible extérieure. Suivons ce qui est spirituel dans le monde extérieur. Voyons l'élément solaire à l'intérieur de nous. Et c'est alors seulement que nous apprendrons à connaître notre organisation. Alors, nous trouvons cet élément solaire dans notre propre nature humaine, dans toutes les forces qui ont une action particulièrement forte pendant la croissance, qui sont les forces qui nous pénètrent pendant notre jeunesse, qui partent de préférence de notre cerveau, qui ont une action constructrice plastique sur notre organisme physique, notamment pendant la première enfance. Nous apprenons à connaître l'élément solaire dans notre propre organisme et nous apprenons à connaître chaque organe particulier, le cœur, les poumons, le cerveau, etc., dans la mesure où est contenue en eux une forme élaborée des forces solaires. Et nous apprenons à connaître chaque organe particulier en ce qui concerne ses forces constructrices, formatrices, en apprenant à connaître son rapport avec l'élément solaire. Je n'ai pas peur de décrire au moins dans le principe ces choses qui paraissent aux gens actuellement peut-être encore paradoxales, voire délirantes, mais qui sont des résultats sûrs de la recherche anthroposophique. Aussi bien que nous apprenons à connaître l'élément solaire, nous apprenons à connaître l'élément lunaire. Nous apprenons à connaître la Lune physique avec ses contours physiques. Mais là encore, l'élément lunaire remplit tout l'espace qui nous est accessible, intervient dans tous les règnes de la nature, intervient dans le végétal, le minéral, l'animal, intervient aussi dans notre organisation physique. Nous apprenons à connaître dans l'être humain tout entier l'action intérieure des forces de la nature lunaire, des forces de déconstruction, qui sont particulièrement actives quand nous sommes en phase de développement descendant, vieillissant. Mais en fait, ces forces de déconstruction sont toujours actives dans le processus nutritionnel, autant que les forces solaires, pendant la jeunesse autant que dans la vieillesse. Nous apprenons à connaître l'afflux du cosmos entier dans l'être humain. Mais de ce fait, nous apprenons à connaître tous les processus qui existent en l'être humain. Nous apprenons à connaître le rapport du cosmos avec l'entité humaine, et de même que j'ai pu présenter les principes de l'élément solaire et de l'élément lunaire, cela peut se faire aussi pour d'autres aspects du cosmos. De cette manière, on apprend à connaître entre l'être humain et l'esprit de la nature, dans le cosmos, une relation plus intime que la science habituelle et la vie habituelle ne la connaissent. C'est ainsi, chers auditeurs, que j'en suis en même temps au point où je puis exposer comment l'anthroposophie, quoiqu'elle se soit développée en science suprasensible née de la manière décrite, peut venir à la rencontre de la vie pratique et des différentes sciences dans tous les domaines de l'existence. Tout d'abord, je dois signaler que l'être humain, au point de vue de la connaissance, devient transparent dans un sens tout autre du fait qu'on le perçoit entièrement dans sa relation avec le cosmos. Déjà, l'être humain physique devient transparent à la connaissance en tant que somme de processus. Ce qui autrement nous apparaît comme un cœur achevé, un poumon achevé, un cerveau achevé, cela se transforme d'une manière dont on ne s'était pas douté auparavant, en processus, en quelque chose en devenir. On apprend à connaître comment les forces de construction et de déconstruction sont contenues dans chaque organe d'une autre manière. Comment une physiologie spirituelle, une biologie spirituelle peuvent être construites. Mais avant toute chose, ces connaissances s'avèrent fécondes dans le domaine de la médecine, pour la pathologie, la thérapie, pour la médecine en général. Celui qui pénètre ainsi du regard l'organisme humain apprend aussi à connaître les forces constructrices anormales, c'est-à-dire les processus de prolifération dans l'organisme humain, et il apprend aussi à connaître les forces destructrices anormales, les processus inflammatoires, etc., dans leur contexte. On apprend par exemple à connaître aussi, pour une construction anormale,
c'est-à-dire pour un processus de prolifération, le processus opposé grâce à l'interaction des éléments solaires et lunaires. On apprend à connaître le remède correspondant dans une plante, dans un minéral. On apprend à connaître comment un processus de prolifération dans l'organisme humain correspond à un processus de déconstruction dans une plante, dans un minéral, etc. Bref, de simples expérimentations en vue des remèdes, on en vient à une connaissance transparente de la manière dont tout ce qui est déployé dans la nature continue à agir dans l'organisme, grâce aux processus constructeurs et déconstructeurs, grâce aux processus cosmiques qui agissent dans tous les êtres. Si l'on présente cela dans le détail, cela a une action si féconde qu'effectivement, un grand nombre de médecins se sont sentis motivés pour assimiler vraiment une telle médecine rationnelle. À Dornach, près de Bâle, et aussi à Stuttgart, se trouve déjà un institut médico-thérapeutique dirigé par des médecins compétents, mais qui intègre dans les domaines médicaux l'élément fécondant qui, par la recherche anthroposophique, peut être puisé à des fondements spirituels et ajouté à ce que la recherche extérieure dans le domaine de la nature est capable de trouver concernant le corps humain et les médicaments. Et avant toute chose, il faut dire ceci. Ni dans ce domaine, ni dans n'importe quel autre domaine, l'anthroposophie n'aspire en quoi que ce soit à une opposition non justifiée à la scientificité vraiment justifiée de l'époque actuelle. Au contraire, l'anthroposophie, si elle est comprise de manière juste, doit précisément, elle aussi, se baser sur une scientificité réellement rigoureuse. Il ne s'agit aucunement de combattre ce qu'est la médecine reconnue, mais uniquement de le faire progresser. Et un cercle relativement important de médecins reconnaît le fait que cela peut être amené à progresser. Et même si ce cercle n'est que relativement grand, il en viendra bien à s'élargir. Car les milieux les plus larges de l'humanité auront justement un intérêt à ce que soit reconnu comment, à partir de l'esprit, de nouvelles forces thérapeutiques, de nouvelles méthodes thérapeutiques peuvent être trouvées. C'est un domaine où l'anthroposophie peut avoir une action fécondante sur la vie. Un autre domaine est celui de l'art. On le sait, l'anthroposophie existe déjà depuis 2 décennies. À un moment précis, un certain nombre d'amis de la vision anthroposophique du monde a pu éprouver la nécessité de construire pour cette anthroposophie une demeure qui soit la sienne. En raison de circonstances que je ne peux pas détailler, cette demeure fut construite près de Bâle. Note de l'éditeur. Il s'agit de la construction du premier Goetheanum à Dornach, près de Bâle, qui fut commencé en 1913. Le Goetheanum fut entièrement détruit par un incendie criminel la nuit de la Saint-Sylvestre 1922-1923. Fin de la note de l'éditeur. Comment cette demeure aurait-elle été construite à partir d'un autre mouvement spirituel ? Eh bien, si une telle demeure avait été nécessaire dans un autre mouvement spirituel, on se serait adressé à un architecte, et celui-ci aurait créé à partir d'un style antique, ou Renaissance, ou rococo, ou roman, ou gothique, ou dans un amalgame de ces styles, un édifice qui serait devenu un cadre extérieur pour ce qui doit s'y passer. L'anthroposophie ne peut pas apparaître ainsi. Elle ne veut pas apporter une théorie quelconque, pas quelque chose qui ait uniquement à voir avec l'intellect, avec la tête humaine, et puisse être encadré de quelque manière que ce soit par un édifice. L'anthroposophie veut agir sur l'être humain tout entier. De même qu'elle fait pour ainsi dire de l'être humain tout entier un organe d'essence, de même tout ce qui apparaît grâce à elle dans le monde provient de l'être humain tout entier, de l'homme intégral. Et je vais expliciter par une comparaison quelle forme il faut donner à l'élément artistique. Quand vous avez une coquille de noix, vous voyez des rainures et des arrondis disposés d'une certaine façon.
Les lois selon lesquelles la coquille présente ses rainures et arrondis sont les mêmes que celles selon lesquelles est formée la noix. On ne peut pas s'imaginer que la coquille de la noix soit formée selon d'autres lois que la noix elle-même. Il en est de même quand l'anthroposophie doit construire, peindre, sculpter, pour se créer un cadre. Alors tout l'élément artistique doit pour ainsi dire découler des mêmes lois dont découlent les idées qui sont exprimées du haut de l'estrade à partir de la vision du monde spirituel. C'est pourquoi l'on n'a pas pris un style architectural ordinaire existant, mais on a créé un nouveau style architectural. Aussi imparfait qu'il soit, et ceux qui le critiquent peuvent bien avoir raison, c'est un premier début. Mais ce vers quoi il fallait tendre peut être caractérisé ainsi. À Dorner, toute forme donnée au mur, toute colonne, toute sculpture, toute peinture devait révéler la même chose que celle qui est dite lorsque dans le bâtiment de Dornach est communiquée du haut de l'estrade sous forme d'idées, en tant qu'anthroposophie, ce qui peut être exploré dans les mondes supérieurs par une vue face à face. La parole prononcée n'est qu'une autre forme de ce qui doit faire son effet artistique sous forme de cadre. Tout s'est vraiment déversé dans des formes artistiques. Et dans le bâtiment de Dornach, il n'existe pas un seul symbole, pas une seule allégorie, contrairement à ce que croient certains. Quoique tout soit encore imparfait, comme il ne peut pas en être autrement au début, bien entendu, on peut voir actuellement la conception goethéenne de l'art, le sentiment artistique goethéen, dans un tel vouloir, même si ce vouloir se sait encore bien loin de la réussite. Car que dit Goethe, justement, là où il a voulu exprimer un jour sa vision de l'art de la manière la plus intime? Il dit « L'art est une manifestation de lois secrètes de la nature, qui sans lui ne deviendrait jamais manifeste. » Et il a dit encore quelque chose d'important. Celui à qui la nature entreprend de dévoiler son secret manifeste ressent une profonde aspiration à l'art, son interprète le plus digne. Nous ressentons le plus cette nostalgie lorsque l'esprit qui agit dans la nature se manifeste dans notre âme par la vision suprasensible. On reçoit alors non pas des allégories abstraites, mais une forme réelle émanant de l'esprit, une forme liée également au sens du matériau et capable de s'incorporer aux différentes matières comme quelque chose de réellement artistique. De cette manière, ce qui est anthroposophique a une action fécondante dans le domaine artistique sous toutes les formes. Un troisième aboutissement où l'on voit comment anthroposophie donne des impulsions fécondantes et qui donne des formes nouvelles pour la vie est la libre école Waldorf à Stuttgart, fondée par Emil Molt et dirigée par moi. Cette école Waldorf veut être une école où l'on n'inculque certes pas à l'âme enfantine de l'anthroposophie comme vision du monde. Loin de nous cette idée à l'école Waldorf. Il s'agit dans cette école de transposer directement en savoir-faire pédagogique et didactique ce qu'anthroposophie peut donner. Et il ne s'agit pas d'inculquer des idées anthroposophiques aux enfants à l'école. Ce que nous prouvons par le fait que nous faisons dispenser les cours de religion protestante par des pasteurs protestants, le catéchisme par des prêtres catholiques, et que nous n'avons créé que pour les enfants de dissidents un enseignement de religion libre. Et il ne veut pas non plus simplement être de l'anthroposophie transposée en religion. Par le fait qu'anthroposophie donne une réelle connaissance de l'être humain, une connaissance de l'être humain entier selon le corps, l'âme et l'esprit, elle offre la base correspondant à l'esprit pour vraiment réaliser ce qui existe dans les maximes pédagogiques et didactiques des grands pédagogues du XIXe siècle. Là encore, la recherche anthroposophique ne veut pas faire opposition à ce qui existe déjà et qui est bien.
mais on a besoin d'une réelle connaissance de l'être humain pour la pratique pédagogique et didactique. Et il est possible, si l'on reconnaît pleinement l'être humain entier selon le corps et l'âme et l'esprit, de lire dans la nature même de l'enfant le plan scolaire, les buts d'apprentissage pour chaque année, voire pour chaque mois de la vie de l'enfant. Il est possible de puiser dans l'être humain lui-même tout ce qui est nécessaire pour la pratique pédagogique et didactique grâce à une véritable, réelle connaissance de l'être humain. C'est une action pratique qu'anthroposophie peut avoir en pédagogie et en didactique. Elle ne veut pas établir de nouveaux principes abstraits, il y en a suffisamment, mais elle veut précisément influencer la pratique de l'éducation. Et depuis que nous avons exercé pendant quelque temps cette pratique anthroposophique à l'école Waldorf, on voit bien déjà qu'on peut lire de réels plans scolaires, de réels buts d'apprentissage dans la nature de l'être humain en devenir lui-même pour chaque mois, pour chaque année, et qu'on ne les établit pas selon des principes abstraits ou des résolutions majoritaires. Ce qui est donc voulu par l'école Waldorf veut uniquement se déverser dans la pratique pédagogique et didactique, pas dans la vision du monde des enfants. Et afin de mentionner encore quelques autres domaines pour finir, je voudrais rendre attentif au fait qu'anthroposophie peut absolument aussi avoir une action fécondante pour la vie sociale, parce qu'elle vise l'être humain entier par ses connaissances. Nous avons bien vu comment l'application unilatérale de la manière scientifique de penser a quand même ses limites, et qu'elle ne peut précisément pas approcher l'être véritable de l'homme. Comment cette manière de voir, si elle se déverse dans les impulsions sociales, ne peut qu'avoir une action destructrice. Je ne crois pas que dans de très larges milieux, il y ait déjà assez de jugements sans prévention pour voir l'action destructrice dans l'Est européen, pour toute la culture de l'humanité, de ce qui, à partir de cette vision de ce qui est purement naturel, est devenu, en tant qu'impulsion sociale, une réalité pratique pour la vie sociale, et en même temps une illusion réalisée. Et ce qui a fait son début destructeur dans l'Est européen plane comme une grande menace sur toute la civilisation actuelle. Note du lecteur, il s'agit bien sûr de la constitution de l'Union soviétique. Fin de la note du lecteur. Lorsqu'on approfondira aussi les impulsions sociales par le fait qu'on ne regardera pas extérieurement ce qui est instinctif, purement naturel en l'être humain, considérant les actions libres de l'homme seulement comme des instincts supérieurs, lorsqu'on saura reconnaître la vraie liberté de l'homme dans l'esprit, comme j'ai essayé de la décrire dans ma philosophie de la liberté, parue au début des années 90, à partir de principes anthroposophiques, alors naîtra aussi une somme d'impulsions sociales, qui placera à nouveau côte à côte l'homme tout entier et l'homme tout entier, et qui pourra avoir une action correctrice, spiritualisante, sur ce qui plane aujourd'hui d'une manière si destructrice comme un spectre menaçant l'avenir au-dessus de la civilisation humaine. L'été dernier, où nous avons eu notre premier congrès anthroposophique à Stuttgart, il est apparu combien l'on peut penser de manière saine à partir de la pédagogie et de la vie sociale. Je voudrais seulement citer 2 exemples parmi bien d'autres. Madame Caroline von Heidebrand, un professeur de l'école Waldorf, a exposé comment la pédagogie extérieure, expérimentale, qu'il ne s'agit absolument pas de combattre dans son bien fondé, mais qui n'offre qu'un aspect extérieur, peut être complétée de la manière juste par ce qui apparaît comme une relation intime entre un être humain et un autre, également entre le professeur et celui qu'il a la charge d'éduquer. Cette excellente conférence est disponible sous forme de brochure. Dans un autre domaine, une conférence a également été publiée. C'est celle d'Emil Leinhaus, La banqueroute de l'économie politique, qui traite à partir de points de vue anthroposophiques de ce qui est imparfait dans l'économie politique actuelle. Imparfait notamment dans la mesure où elle reste inféconde pour la véritable vie sociale. L'enseignement de l'économie politique anthroposophique
par contre, sera quelque chose de pratique, pourra offrir des motifs sociaux pratiques. Eh bien, chers auditeurs, ce sont quelques exemples pris isolément qui montrent comment l'anthroposophie peut avoir une action fécondante pour la vie. Si l'on considère sans prévention la vie éthique, la vie morale, comme j'ai essayé de la considérer et de l'asseoir sur un fondement sûr dans le livre que j'ai mentionné, la philosophie de la liberté, on trouvera le concept d'intuition. J'ai pu y montrer comment tout ce qui vit dans la conscience morale est tout simplement puisé dans les mondes spirituels, grâce à une intuition morale inconsciente. Les vraies impulsions morales, montant de la conscience morale, sont des intuitions morales provenant du monde spirituel, dont on trouve ensuite seulement ce qui fait leur vérité grâce aux connaissances relevant de l'inspiration et de l'intuition, comme je les ai montrées aujourd'hui à partir de points de vue anthroposophiques. C'est ainsi que l'anthroposophie, avec ses connaissances, vient à la rencontre même des éléments de sensibilité les plus intimes de l'âme humaine, avant tout de la piété religieuse. Ce serait de la calomnie que de présenter la chose comme si l'anthroposophie voulait fonder une secte quelconque ou fonder une nouvelle religion. Du fait que l'anthroposophie se tient sur les bases de la connaissance que j'ai décrite aujourd'hui, elle ne peut avoir ou vouloir rien de sectaire. Elle ne peut pas non plus fonder une nouvelle religion. Mais cela ne peut que venir satisfaire dans un sens favorable les besoins religieux, les besoins de religion que les êtres humains peuvent avoir, si la connaissance du suprasensible, elle aussi, s'ouvre aux êtres humains. Et on devrait s'attendre à ce que justement les représentants des différentes confessions soient emplis d'une profonde satisfaction lorsqu'apparaît à notre époque un courant d'esprit qui fonde à partir du côté de la connaissance ce que cherche la foi. Et il est, à vrai dire, incompréhensible que dans les milieux des représentants officiels des confessions, l'on ne voit pas dans l'anthroposophie une consolidation de la vie religieuse, mais souvent quelque chose d'hostile. S'ils reconnaissaient vraiment l'anthroposophie dans ses fondements, au lieu de la regarder seulement superficiellement, ils sauraient voir en cette anthroposophie justement le soutien le plus solide d'une piété réelle, d'une vie religieuse réelle. Car si l'âme en quête rencontre, venant des mondes suprasensibles, pas seulement du monde sensible, une lumière de connaissance, alors la foi n'est pas influencée négativement, mais elle reçoit un soutien solide, et l'âme reçoit dans le domaine moral aussi des sources puissantes pour réaliser le bien. Pour son agir moral, elle reçoit un contenu de vie, une sûreté dans la vie, un but de la vie, car elle apprend à se savoir membre d'un monde spirituel, de même que le corps extérieur est membre d'un monde physique. Se sachant aussi membre d'un monde spirituel, l'être humain pourra aussi, par ailleurs, comprendre de nouveau sa vraie valeur humaine, une vraie éthique digne de l'être humain et une moralité digne de l'être humain. Il me sera donc sans doute permis de caractériser en quelques phrases comment résumant seulement par une image ce que je voulais présenter comme l'être de l'anthroposophie. Nous avons l'être humain devant nous l'avons devant nous dans la configuration de sa corporéité physique. Nous ne le reconnaîtrons dans son entité totale que si nous voyons comment sa physionomie est l'expression de son âme. Si ces mouvements ne sont pas seulement pour nous l'expression et les révélations de la partie physique et naturelle de sa corporéité, mais si nous voyons l'âme et l'esprit transparaître à travers son corps. Dans la science, qui est pleinement reconnue par l'anthroposophie justement dans sa quête justifiée, nous avons pour ainsi dire les connaissances du corps universel extérieur. Nous avons nous-mêmes une sorte d'élément corporel dans la connaissance physique sensible de la nature et dans son interprétation intellectualiste. De même que nous n'avons devant nous
l'être humain entier dans sa plénitude que si son âme et son esprit se révèlent à travers son corps physique animé de vie, nous n'avons la connaissance de la nature entièrement devant nous que s'il s'exprime, pour ainsi dire, dans une sorte de physionomie merveilleuse, à travers tout ce qu'elle nous offre comme fait, expérimentation, manifestation, loi naturelle, un élément d'âme et d'esprit de la connaissance de l'univers. De même que l'être humain ne s'exprime entièrement et pleinement que si son âme et son esprit parlent à travers son corps physique animé de vie, l'anthroposophie voudrait être l'âme, l'esprit d'une réelle connaissance de l'être humain et de l'univers qui soit pleine et entière pour le corps de connaissance qui est donné dans la science extérieure. Pour accéder à d'autres cycles de conférences de Rudolf Steiner, nous vous invitons à vous rendre sur le site soiesprit.info, menu podcast. À bientôt.